Parcours, trajectoire d'entrepreneurs inspirantes. Bienvenue dans Parcours, le podcast qui met en lumière les femmes qui osent, qui créent et qui innovent. Ici, on parle d'entrepreneuriat au féminin sans détour, de parcours inspirants, de défis relevés, de succès célébrés et de leçons précieuses à partager. Parce que réussir, c'est avant tout oser, apprendre, évoluer et inspirer les autres. Chaque femme que vous entendez ici a une histoire singulière. Et dans chaque expérience, il y a des apprentissages qui résonnent bien au-delà du parcours individuel. Un podcast pour s'inspirer, apprendre et surtout passer à l'action. C'est parti, bienvenue dans Parcours. Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de ce parcours spécial Bombay. Nous sommes au sein de l'université à Bombay, en compagnie des étudiants, des étudiantes et des entrepreneurs au sein de cette université. Alors, nous sommes en compagnie dans cette deuxième partie de Aram Sarr, une Sarène. Donc, tout va bien, on est côte à côte. De Mengue Ndiaye et de Mben Ao. Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie. Bienvenue. Merci à vous. Alors, je vais démarrer en vous présentant d'abord. Alors, Mengue. Mengue est née à Nguékhor, dans la région de Kaolack, et a grandi entre plusieurs villes après avoir perdu son père très jeune. Étudiante en sciences agronomiques, spécialité eaux et forêts à l'ISFAR, elle est aussi cofondatrice de Bio Tito, un projet basé à Ndioudiouf, dans la région de Fatick. Bio Tito valorise le Titonia diversifolia, terme scientifique, une plante envahissante souvent considérée comme une mauvaise herbe pour produire de l'aliment riche en protéines, de l'engrais biologique, des biopesticides naturels et du miel bio. Son ambition est d'exceller dans ses études jusqu'au doctorat et de faire adopter Bio Tito au Sénégal et dans la sous-région et de porter des solutions agricoles face au changement climatique. Merci d'être avec nous, Mengue. Merci beaucoup. Aram a un parcours académique en comptabilité, contrôle et audit jusqu'au Master 2 et elle est aujourd'hui entrepreneur et dirige sa PME dans le domaine de la restauration. Son ambition est de devenir une référence dans ce secteur. Elle cite sa famille et la cellule université-entreprise comme des soutiens importants dans son parcours entrepreneurial. On l'a décrit comme une personne disponible, travailleuse, inspirée par des modèles africains comme Olivia, fondatrice de Dabali Express en Côte d'Ivoire. Merci d'être là. Bienvenue, Aram. Merci à vous. Et enfin, Mben. Mben a grandi dans une famille où la solidarité et le respect des principes occupaient une place centrale. Après un baccalauréat L2, elle a étudié la santé communautaire et est sortie première de sa promotion. Elle poursuit aujourd'hui un master en suivi-évaluation des projets et programmes de santé avec l'ambition de devenir experte en santé publique. Elle est aussi cofondatrice de Cycle Propre, une entreprise qui propose des serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. Malgré le retard d'un prix auquel ils espéraient, en tout cas sur lequel ils espéraient pouvoir s'appuyer pour commencer, l'équipe a décidé d'avancer sur ses fonds propres, sur ses propres moyens, en cotisant pour formaliser leur entreprise et obtenir leur NINEA et leur registre de commerce et commencer à vendre. Men incarne un projet à la croisée de la santé, de l'entrepreneuriat et de l'impact social. Bienvenue Men, merci d'être avec nous. Merci beaucoup à vous aussi. Alors, on est dans cette deuxième partie. On a eu un échange très inspirant avec Indou avant, qui nous a parlé de sa passion dans l'agriculture. Et vous venez vraiment d'écouter ce parcours-là. Moi, j'aimerais vraiment savoir, c'est une question que je vous pose à toutes les trois. Maintenant, quel est vous êtes en train, Indou, on sait que c'est maintenant une grande sœur, elle est sortie déjà il y a quelques années. Vous êtes encore dans ce chemin-là, en train de construire votre chemin. Qu'est-ce que ça vous évoque, en fait, tout ce que vous avez entendu lors de ces premiers échanges? Quelle est votre première réaction? Je vous laisse librement prendre la parole.
Me concernant, Oui. déjà, merci beaucoup pour votre invitation et tout. Bonsoir à toutes et à tous. Pour nous concernant, il y a beaucoup de choses que Madame Hindou a évoquées et que ça nous parle vraiment, à savoir l'impact qu'elle voulait avoir sur la communauté. Nous, puisqu'on est issus de la santé publique, notre projet va dans ce même sens, parce que Cycle Propre veut évidemment impacter sur la santé de la communauté, notamment des femmes. C'est une entreprise qui est née des réalités que vivent les femmes à travers leur cycle, à travers l'utilisation des serviettes hygiéniques, jetables, qui causent beaucoup de problèmes sanitaires et au niveau de l'environnement aussi, parce que les serviettes jetables ne sont pas biodégradables, et aussi au niveau économique, parce que surtout pour les écoliers, il faut savoir qu'une femme ne peut pas chaque mois, s'acheter elle-même, s'assurer de s'acheter des serviettes hygiéniques chaque mois. Alors, Cycle Propre est une sorte de solution qui vient pour un peu contribuer à ce problème-là. Et aussi, Madame Hindou a aussi évoqué le fait de dire aussi, elle a maintes fois dit le fait de commencer. Nous, c'est ça que nous avons fait en quelque sorte, parce que on ne s'est pas laissé effréner par le manque de financement et les financements qui devaient venir et qui ont retardé. Donc, on s'est pris de nos propres moyens, on a fait avec les moyens du bord, en faisant, en cotisant en groupe pour avoir notre propre NINEA, registre de commerce, et le nom officiel de notre entreprise, qui est certifié depuis le 13 février 2026. Et c'est ça en fait en gros. Très intéressant. Donc, l'impact, toi, ça t'a parlé, ce que Hindou, le fait de changer la vie des femmes et d'impacter. Et j'en profite pour parler de quelque chose dont on parle de plus en plus pour les femmes, c'est la taxorose, ce qu'on appelle la taxorose. C'est-à-dire que on est obligé de fait, on a nos règles, on est obligé d'acheter des protections. On va beaucoup plus investir dans la cosmétique pour se rendre belle, parce que... Donc, cette taxe-là, elle est beaucoup plus lourde pour les femmes et elles vont avoir et c'est des besoins quand même primaires qu'elles vont devoir financer. Donc, et donc, toi, Ben, qu'est-ce que ce premier échange t'a évoqué? Qu'est-ce qui t'a le plus parlé? D'accord. En fait, avant de commencer, je voulais préciser que Hindou, on a fait la même école, à savoir l'histoire. Donc, je me suis s'identifier en elle, à savoir le fait qu'elle a commencé à vendre des jus. Moi, à l'histoire, j'ai commencé à vendre de l'akara avec une équipe de 4 filles. Les 2 sont là avec moi. Il y a Marie et Fatounia. Donc, le fait d'oser, en étant étudiant, et le fait de vendre quelque chose pour ses propres promotionnels et tout ça, ça m'a beaucoup impacté. Il y a autre chose aussi, le fait qu'elle a soutenu les détenus qui sont des personnes vulnérables et la société les délaisse beaucoup. Cela aussi m'a beaucoup marqué. Et le fait qu'elle a osé, savoir qu'être femme c'est difficile, mais elle a osé impacter et avoir une place dans l'entrepreneuriat et dans l'agriculture. Ça m'a beaucoup plus marqué. Et Biotito s'inscrit dans cette logique aussi de privilégier les femmes dans tout ce qu'on fait et tout ça. C'est inspirant son parcours et c'est un idole pour tout historien et toute femme historienne de prendre comme modèle Hindou Sarr, parce que c'est un start-up de haut niveau, je veux dire, de haut temps. En tout cas, on l'a vraiment senti et entendu et vu sur ces premiers échanges. Et toi, Aram? Bonjour tout le monde. Bon, je félicite Madame Hindou pour son parcours et je l'encourage pour qu'elle puisse continuer à aider l'ensemble des femmes, mais aussi des hommes. Comme l'a dit As tantôt, je me retrouve aussi sur son parcours parce que les difficultés sont un dénominateur commun pour l'ensemble des entrepreneurs, mais aussi plus particulièrement sur la vente de jus, parce que moi-même j'ai démarré avec la vente de jus, de sachets d'eau, de boissons,
dans mon chambre, ici au 15A. Quand Donc, il y a donc déjà jus 15A. ah, on a presque le même parcours. Oui. Voilà. C'est intéressant de voir effectivement que vous toutes, vous avez ce dénominateur commun sur le fait de commencer à faire des petites choses. Et bon, bah, j'imagine que le jus, tu vas acheter du bissap, tu fais bouillir de l'eau, tu fais ton jus, c'est assez simple. Et aussi, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que finalement, vous êtes allé vers l'autre premier marché. Quand on est à l'université, notre premier marché, c'est les étudiants. Ensuite, bon, c'est la famille. La famille, eux, on les menace, on les force même, on leur dit achetez par force. Et c'est comme ça, voilà, qu'on grandit. Il y a aussi, Aram, tu disais tout de suite que tu t'es vu dans ces difficultés. Et comment ça résonne chez toi? Et dans quelles difficultés tu t'es reconnu? Quelles sont celles que toi, tu as pu vivre, en tout cas, dans ton parcours jusqu'à présent? Bon, tout au début, j'étais en groupe. On était dans le concours de création d'entreprise dénommé Mayonique. On était lauréat et financé par la cellule Universal Entreprise. Au démarrage, les autres membres du groupe pensaient qu'ils devenaient grands au jour le jour. C'est pourquoi on a eu des difficultés dans la gestion. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Voilà, être grand, quoi. Une grande entreprise. Nek Jollof Chicken dès le départ. Voilà. C'est ça. Bon, on a eu des difficultés dans la gestion. On a eu des pertes pendant 2 ans, je pense. Et on s'est séparés. Ils ont pris leur part. Et je me suis retrouvée seule. Au début, j'avais plus confiance. Parce que je me suis dit que pourquoi le fait que les autres ont abandonné, est-ce que moi aussi je ne devrais pas abandonner? Mais je me suis juste dit que je vais persévérer pour leur montrer que le projet est faisable. J'étais seule, je suis allée prendre une pause. Je suis allée chez moi à Dakar, j'ai pris une pause, j'ai réfléchi à ce que je veux faire. J'ai pris un temps, j'ai réfléchi et je remercie mon mari qui a été là, qui a continué l'activité, qui me versait toujours les revenus et qui a continué l'activité jusqu'à mon retour. Vraiment, je le remercie solennellement. Je suis revenue. J'avais un projet précis en tête, mais j'avais pas les fonds suffisants pour réaliser ce que je veux faire. Donc, j'ai commencé par être au campus 2. Je vendais le soir seulement des fatailles complets, sandwichs et autres. J'ai eu un problème avec mon bailleur. Je suis retournée chez moi avec mes matériels. En plus, j'ai proposé de vendre du petit-déj au niveau du campus parce que tout au début, c'était l'idée. Parce qu'il n'y avait rien à l'université, il n'y avait pas assez de boutiques. Pour se restaurer, il fallait aller jusqu'en ville pour acheter un sandwich, pour acheter un petit-déj. Il n'y avait que le restaurant. Donc, c'est d'où est partie l'idée que la restauration, c'est répondre à une demande. Je me souviens, au final du Mayonique, lorsqu'on en parlait de mon projet, tous les étudiants étaient très heureux. Parce que c'était un manque. Il n'y avait pas de quoi manger, seulement le resto. J'étais venue le premier jour où j'ai vendu le petit-déj. Tous les étudiants étaient ravis parce qu'ils voyaient quelque chose de nouveau. J'ai eu un peu de difficulté sur les problèmes d'autorisation au niveau du CROUS, mais n'empêche, j'ai persévéré jusqu'à ce que le directeur m'accorde cette cantine qui me sert aujourd'hui de loge, je pourrais dire. Mais aujourd'hui, je rencontre un problème d'espace pour agrandir mon activité. Alors, ça c'est un bon problème.
Ça, c'est, comme on dit, c'est des bons problèmes. Il y a des problèmes qu'on évite et d'autres pas. Et c'est marrant parce que dans le monde universitaire, on en est toujours au même problème, en fait. Comment les étudiants mangent, comment ils se nourrissent. Parce que moi, bon, j'ai été à l'université il y a un peu longtemps et le problème était toujours le même. Hein, et on avait, moi, j'ai fait l'ESP, on avait notre petit réchaud dans notre chambre avec ma coloc. Et puis, bon, heureusement que la pomme de terre et les pâtes existent et les œufs. Parce que parce que c'est simple à faire, faut bouillir ou faut juste ce truc et on a vécu de ça parce que effectivement il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a le resto, on sait comment on mange dans ces restaurants universitaires et on facilite pas justement l'accès au secteur privé pour venir s'installer et faire des choses. Et pour vous, les autres, donc, quelles sont les difficultés qui sont les vôtres? On entend les difficultés qui proviennent du fait d'entreprendre à plusieurs, la persévérance, les problématiques de, comment dire, d'autorisation, etc. Parce qu'elle a le problème dont elle parle, elle a toujours eu ces problèmes-là, sauf que le problème qui est vraiment le plus difficile, elle l'a jamais eu, c'est qu'elle a toujours eu des clients et un besoin qui est là. Ça, c'est la base. Il faut toujours adresser un besoin. Et donc, pour vous, c'est quoi? Quelles sont les difficultés qui ont été les vôtres? Nous, nos difficultés étaient surtout axées sur le financement et aussi l'officialisation de notre entreprise. On a fait beaucoup de démarches pour en arriver là. Par exemple, pour avoir des papiers, ici au Sénégal, c'est tout un tas de problèmes. Et on a fait nos investigations et aussi on a cotisé encore pour pouvoir obtenir des LINEA et le registre de commerce, ainsi que le nom officiel de l'entreprise. Mais aussi, le problème venait aussi du fait qu'il y avait certains qui nous disaient que votre entreprise, votre projet peut ne pas aboutir parce que ça peut ne pas être vraiment une demande réelle. Mais puisque nous, on est une équipe et on est motivé et on sait vraiment ce qu'on veut faire, là, on a juste fermé les yeux et on a foncé sur nos objectifs. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé là. Et aussi, je peux rebondir sur le fait de savoir, de connaître les besoins réels de nos cibles. Parce que Cycle Propre n'est pas juste né d'un jour au lendemain. On a fait une analyse situationnelle. On a demandé des conseils avec des organisations comme EFI Afrique. Et aussi, on est allé à l'encontre des étudiants qui nous ont fait part de leurs problèmes qu'elles vivent par rapport aux utilisations des serviettes hygiéniques qu'elles ont et qu'elles disent que c'est un problème pour elles. Et que si on met en œuvre ce projet-là, ce sera vraiment bénéfique pour elles. Parce que déjà, c'est un besoin c'est un problème qui est douloureux, mais aussi un besoin qui est spécifique. Et si on met en œuvre notre projet, ça les aidera beaucoup parce que elles voulaient ces genres de serviettes-là, mais elles ne pouvaient pas trouver d'altération. D'alternatives. D'alternatives. Avec d'autres produits. Avec d'autres produits. Donc, elles sont obligées toujours, même avec leur budget aussi restreint, d'utiliser les serviettes qu'elles utilisent là, même si ça les cause des problèmes énormes au niveau de leur santé surtout. Donc, c'est ça. Alors, c'est intéressant parce que tu parles d'accès à l'information, parce que visiblement, pour formaliser la structure, vous saviez pas, en tout cas, vous ne trouviez pas l'information et ensuite, il a fallu trouver les fonds. Et j'aimerais comprendre pourquoi, en fait, juste sur cette partie-là de formalisation, pourquoi vous aviez besoin de fonds pour constituer l'entreprise? C'était la forme juridique que vous avez retenue qui nécessitait un apport? Pourquoi, en fait? Au début, c'était une forme juridique qui nécessitait un investissement, en fait. Un capital. Un capital. D'accord. Mais on s'est rendu compte que même si
cet investissement-là tarde toujours, ça nous apporterait quelque chose parce que puisque déjà on a déjà le nom de l'entreprise qui est officiel, donc on n'a pas fait ces efforts-là pour rien. C'est ça. Ok. Et aussi, c'est intéressant de voir que toi aussi, enfin, tout votre groupe, vous vous êtes posé cette question-là, d'aller parler directement aux utilisateurs et aux bénéficiaires pour vous assurer que le besoin était là. Et toi, pour toi, Mengue, c'était quoi les difficultés dans le parcours? On sait qu'au Sénégal, il y a l'agriculture. Tu viens, tu proposes un nouvel engrais. Et les agriculteurs vont refuser ça parce que tout ce qu'ils connaissent, c'est les engrais chimiques. Donc, si tu viens, tu leur dis qu'il y a de l'engrais bio, ça, c'est une étape, c'est difficile. Donc, il va falloir faire des préalables, faire des tests au laboratoire, des tests des parcelles pilotes, avoir de bons résultats pour avoir les arguments pour convaincre les bailleurs, les incubateurs ainsi que les agriculteurs aussi. C'était difficile, on n'avait pas de moyens et de financement, mais on a su faire avec les moyens du bord. On s'est sacrifié, toute l'équipe de BioTuto pour ensuite faire les tests au laboratoire à l'ENSA de Thiès. Ensuite, faire les tests des parcelles, cultiver nous-mêmes pour avoir de bons résultats. Mais aussi, comme elles l'ont dit tous, essayer à enregistrer le projet, avoir son propre NEA et tout ça. Donc, la principale difficulté pour là, nous avons la formation. La matière première, nous l'avons. On a tous les analyses nécessaires. Tout ce qui nous reste là, c'est un financement pour commencer la production à grande échelle, mais aussi à formaliser l'engrais, que les ministères le reconnaissent et tout ça avant d'entrer sur le marché. Donc, de le référencer pour que ça soit, en tout cas, dans les produits autorisés. Parce que quand on travaille dans l'agriculture, on travaille dans quelque chose où on va nourrir les êtres humains. Donc, c'est réglementé, c'est cadré. Et je trouve que, dans la démarche, je pense que vous l'avez déjà, cette démarche-là, qui est celle de commencer petit à petit. Et finalement, en fait, le financement à la grande échelle, on peut le trouver de l'extérieur, mais aussi on peut le trouver en interne. Voilà. Ce dont on parlait dans la première partie, c'est que on fait le maximum de ce qu'on peut faire avec ce qu'on a à chaque fois. Et ça constitue un capital pour l'étape d'après. Voilà, d'avancer petit à petit, et c'est ensuite ça qui permet maintenant d'aller lever beaucoup plus de fonds. Il y a une autre aussi, ça c'est un cri de cœur pour tous les entrepreneurs. Par exemple, il y a les hackathons. Tu y vas, tu gagnes des prix. Après, tu vas tourner au rond pour recevoir l'argent. Chaque jour, on te donne une nouvelle excuse. Chaque jour, une nouvelle excuse. Ça, est-ce que tu peux regarder la caméra et faire une annonce officielle? Non, parce que c'est important. Il faut le dire. Vas-y. D'accord. Il y a l'autre difficulté aussi, c'est un cri de cœur pour tout entrepreneur ici au Sénégal. Il y a ceux qui organisent les hackathons et les concours de pêche et tout ça. Si tu gagnes le prix, c'est difficile de recevoir ton argent. À chaque fois, ils te donnent des excuses. On n'a pas encore reçu l'argent. Ça y est là. Il y a beaucoup de démarches. Donc, toi, tu t'es investi, tu as pris ton temps. On a utilisé tes images pour dire que tu as gagné ça. Et toi, tu es en phase d'attente. Si cet argent venait à temps plein, tu pourrais commencer et exceller et franchir une nouvelle étape aussi. Ça aussi, c'est une difficulté. On entend vraiment un appel à la responsabilité de toutes ces structures qui accompagnent et qui s'engagent d'aller jusqu'au bout en fait de leur engagement. Et on va rester justement sur le cœur de votre activité. J'aimerais bien savoir, Aram, aujourd'hui, on voit les membres de ton équipe Mobile Food là, le branding est là, ils sont postés. On voit vraiment qu'il y a une présence par rapport à ça. C'est quoi concrètement aujourd'hui et où est-ce que tu en es de ton projet? En quoi consiste l'activité concrètement? Mobile Food est un projet de création d'entreprise qui s'active dans la restauration rapide, mais aussi du service traiteur. Voilà. Bon, mon activité, je suis chaque jour ici pour faire la restauration rapide, c'est-à-dire vendre le petit-déj, vendre des fatailles complets, sandwichs et autres pour le déjeuner et le dîner. C'est ça. Et prendre des marchés pour faire le service traiteur.
Et je parlais de ton ambition dans ton introduction. Tu donnais en référence une certaine Olivia en Côte d'Ivoire qui a lancé en fait une chaîne de restauration, mais sur un principe vraiment de notre culture gastronomique, la culture locale. Aujourd'hui, est-ce que c'est ce que tu vois dans ton projet? Parce que finalement, on peut imaginer la même chose dans cet univers universitaire où il y a encore une très grosse demande et un besoin qui n'est pas adressé dans la restauration des étudiants. Bon, toujours, il y a une demande qui n'est pas satisfaite. Parce que à l'université, aujourd'hui, on n'a que des pains. Les étudiants mangent que des pains, matin, midi, soir, que des pains. Gourou, matin, midi, soir. Matin, et c'est midi, une soir. Sarène qui l'a dit. C'est pas moi. Bon, il y a toujours un manque qui est là. C'est ça, ça Parce veut dire que c'est pas... la production locale n'est pas présente au sein de l'université. Les garçons demandent le tchéré la nuit, mais il n'y en a pas. Le tchakri, il n'y en a pas. Et autres, et autres. La pâtisserie n'est pas toujours présente. Oui. On en fait des beignets fataya, mais ce n'est pas suffisant. Donc, à l'image d'Olivia, je vois un restaurant qui propose la production locale. C'est pourquoi je me suis investie sur le parcours de Indou parce que j'aimerais à l'avenir investir dans le secteur agroalimentaire, accompagner des femmes de Bombay pour faire de la production locale, soit le tchéré, tchakri et autres, pour que ça soit accessible au niveau du campus. Mais aussi créer d'autres locales pour que l'ensemble des étudiants aient l'accès. Voilà. Je préparais aussi à créer Mobile Express qui me permet qui va permettre à chaque étudiant de pouvoir rester chez elle, commander et recevoir à temps les produits qu'elle commande. Oui, voilà. Voilà, parce qu'on est en période de vente en ligne. Vous, on parle de manger, vous applaudissez. Hein? On parle de manger, vous applaudissez. Et surtout, en fait, je pense que des fois, on va chercher loin. Hein. On se dit, il me faut une voiture. Tu peux même employer les étudiants qui sont autour de toi. Ku am vélo nga jël ko ne ko sama livreur nga. Dama livreur ma 15B, 17C, etc. Et c'est comme ça que les belles aventures entrepreneuriales démarrent. Donc ça, c'est très intéressant. Et moi, sur l'activité que tu mènes, Mengue, ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est cette valorisation de quelque chose a priori qui est un déchet. Est-ce que tu peux parler un peu plus du processus de transformation et de valorisation de cette plante envahissante qui finalement devient une solution? En fait, on est dans un contexte où les engrais chimiques dominent le monde, la santé humaine est menacée et tout. Donc, nous valorisons Biotito, qui est une plante envahissante. Elle est considérée comme une mauvaise herbe. Le nom scientifique, c'est le Tithonia diversifolia. Les noms vernaculaires, on a le soleil d'or ou bien le tournesol mexicain. Donc, c'est une plante qui se prolifère vite. Si tu veux stopper la production, tu dois mettre une barrière car ça se prolifère très rapidement. Ça se multiplie par bouturage et tout. Donc, nous, on utilise les feuilles pour produire de l'engrais sous format liquide et granulé. Ce sont des engrais biologiques aussi. Mais aussi, on utilise ces mêmes feuilles pour produire des pesticides bio, qui n'ont aucun additif chimique aussi, pour protéger les cultures contre toutes sortes de maladies, en termes de prévention aussi.
Donc, on ne se limite pas à cela aussi. Ces mêmes feuilles renferment des vitamines et des protéines, ce qui est très bon pour l'aliment de bétail. Donc, on fabrique avec ça des bottes de foin pour donner de quoi manger au bétail. Du fourrage aussi. Du fourrage, oui. En plus de ça, ce ne sont pas uniquement les feuilles de titania qui sont importantes. La couleur jaune des fleurs, elle attire les abeilles. Donc, on compte installer des ruches dans les plantations pour pouvoir produire du miel bio, qui sera aussi naturel et à bas prix. Donc, en plus de cela, donc, on est au XXIe siècle et la technologie domine le monde. Donc, on s'est dit qu'ici au Sénégal, tout le monde fait des engrais, tout le monde utilise des herbes et tout le monde utilise des plantes. Donc, comment innover? Pour ce faire, on s'est basé sur notre formation pour dire que les agriculteurs, en ce moment où je vous parle, ils utilisent les engrais chimiques sans cesse et cela détruise leur terre. Mais ils n'ont pas d'informations sur comment diagnostiquer leur terre. Pour ce faire, on a mis en place une sonde qui sera connectée à une application mobile qui va leur permettre de se renseigner à temps réel sur 4 paramètres: la température, l'humidité, l'éclairage et le pH du sol. Tout agronome sait que ces choses sont essentielles de le connaître. Cela leur permettra de prendre de meilleures décisions, à savoir comment et quand mettre cet engrais et d'optimiser le rendement aussi. Donc, c'est ça en grosso modo, et c'est un service qu'on augmente, c'est un service de plus qu'on apporte aux agriculteurs. C'est ça. Et on est prêt à les accompagner, à les former et à être auprès d'eux et à tester gratuitement nos produits pour qu'ils voient l'intérêt en fait. Donc aujourd'hui, vous avez commencé à tester ça, vous avez des terrains d'application, comment ça se passe? Oui, on a déjà des terrains d'application. Comme je vous ai dit, le projet s'est basé à Ndioudiouf, qui se trouve dans la région de Fatick, qui est au cœur de le bassin arachidier. Donc là-bas, on commence à cultiver le titania, on a déjà la matière première et on commence à utiliser l'engrais pour les plantations. J'ai même les produits ici. Tu as amené les produits? Ah, mais il faut montrer les produits parce que ça aussi, c'est un conseil que je donne à tous les entrepreneurs. Mais baladez-vous toujours avec des échantillons de vos produits. Hein? On ne sait jamais à quel moment on va croiser la bonne personne. OK? Et donc, je te posais la question par rapport à comment dire, est-ce que vous avez démarré? Parce qu'il n'y a rien de plus efficace que la preuve, en fait, de l'efficacité. Parce que ce à quoi tu vas être confronté, c'est tout ce qui est stéréotype, un problème d'adoption, des croyances limitantes, etc. Donc, pour que les gens changent d'habitude, c'est très compliqué. On change des comportements, donc ça, c'est très compliqué. Oui, c'est vrai. Mais je pense que tout agriculteur qui voit par A plus B qu'en utilisant ton produit, en fait, son rendement augmente, il se posera plus de questions. Donc, je pense que la preuve, c'est important. Encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, de juste démarrer. Parce que le fait de démarrer vous produit, en tout cas, des indicateurs et des arguments pour pouvoir encore plus échanger avec les personnes qui ne sont pas très convaincues. Donc ça, c'est très important. Et donc, concernant maintenant la santé féminine, où on est, je le précise, pas que les femmes, les hommes, parce que vous êtes amenés à vivre avec des femmes et on vous le souhaite de vivre heureux avec des femmes et d'avoir plein d'enfants avec les femmes. Donc, il faut être sensibilisé à ces sujets-là. Bah oui, n'est-ce pas? Nos amis les hommes, ce n'est pas une opposition, on est ensemble sur ces sujets-là. Ce n'est pas un sujet exclusif aux femmes. Nous vivons avec des hommes et je suis content qu'il y a presque autant d'hommes que de femmes dans la salle pour être sensibilisés à ça. Donc, vous, en fait, concrètement, comment vous fonctionnez? Vous fabriquez ou vous achetez, vous revendez? Et aujourd'hui, on parlait d'adoption. Je le sais pour être la partenaire de Crime de Marina, qui a une des plus belles entreprises de fabrication de serviettes hygiéniques au Sénégal, que c'est très compliqué de faire changer les comportements. Et là, c'est des comportements liés à l'intimité et à la santé féminine. Donc, comment vous arrivez aujourd'hui à introduire le produit, le vendre et à, motiver les femmes à changer et migrer vers la solution que vous proposez? Déjà, puisqu'on est issu de la formation de santé communautaire,
on est les mieux placés pour pouvoir faire la sensibilisation. Parce qu'on on va dans une zone pour vraiment résoudre un problème. Il faut savoir comment accéder à cette population-là. Et nous, puisqu'on est des femmes et on sait déjà ce que l'on vit, et il faut juste adapter ces vécus-là au vécu de ces femmes-là qui sont nos cibles. Donc, c'est par là qu'on initiative nos idées, et par là, on les encourage déjà, on les fait connaître les produits, et on les initie aussi on les fait savoir les facteurs de risque qu'elles risquent si elles continuent d'utiliser ces produits-là, mais aussi les valeurs ajoutées qu'on a après la vente. C'est ça qu'on fait, en fait, qui fait un peu notre différence. Parce qu'on confectionne des serviettes hygiéniques lavables en collaboration avec des fournisseurs qui ont ces serviettes-là, qui sont en fait certifiées par l'Institut Pasteur de Dakar. Donc, on confectionne ces serviettes-là et on les vend à travers nos cotisations qu'on fait. Déjà, on a commencé depuis 1 mois et là, on est en train de vendre un peu partout. Donc, et la valeur ajoutée qu'on y ajoute en mettant dans les kits de 3 serviettes je peux dire, les savons, les guides d'entretien et aussi un antiseptique pour le lavage, pour faciliter le lavage. Et automatiquement, les femmes et peut-être, je peux dire, les étudiants et les écoliers, elles adhèrent à ces choses-là, parce que des fois, ce sont la méthode de lavage qui les pose problème. Donc, si on met des savons qui sont des savons naturels. Spéciaux, ouais, naturels. Et des antiseptiques pour les aider au lavage. Donc, il n'y aura pas de problème. Il suffit juste de les encourager et de les sensibiliser sur l'impact des produits nocifs qu'elles utilisent sur leur santé, mais aussi les bénéfices qu'elles peuvent gagner en adoptant ces produits-là. C'est ça. Et aujourd'hui, est-ce que vous trouvez dans ce que vous avez déjà démarré, est-ce que c'est rentable? Vous arrivez à faire de l'argent? Parce qu'on parle d'entrepreneuriat. Oui. À la fin de la journée, il faut faire de l'argent. En quelque sorte. Oui. En quelque sorte. Oui. Et on a pu, en fait, confectionner quelques-uns de nos produits. Ils sont là. Oui. On a pu vendre les produits à l'université. Et aussi, il y en a certaines qui étaient venus, des Espagnols, qui ont accepté aussi ces produits-là. Okay. Même le directeur de l'UFR Santé et Développement Durable en a accepté pour aussi les présenter au niveau de son hôpital. OK. Oui. Non, donc on voit vraiment que la vision, en tout cas business, elle est très claire. Il y a des partenaires, on travaille avec les bons partenaires. On a les arguments aussi pour convaincre, parce que c'est très important quand on touche des sujets aussi sensibles. Et justement, je pense qu'à un moment donné, l'accompagnement a permis d'une façon ou d'une autre de pouvoir structurer le projet, de pouvoir avancer. Comment vous avez été accompagné? Est-ce que vous avez fait partie de programmes? Est-ce que l'incubateur, la cellule entrepreneuriat de l'université a eu en tout cas à vous accompagner? Aram Mengemen qui veut... Oui, en fait... va continuer. D'accord. Pour notre cas, pour notre première formation, c'était ici à l'université avec l'AMREF Africa lors des journées de la semaine d'entrepreneuriat, de la Semaine mondiale d'entrepreneuriat, en partenariat avec la cellule IADB. On a eu à être formés là-bas avec l'appui de Madame Sorna, mais aussi avec l'encadrement de Madame Hadigay, qui vraiment nous a incité, qui nous a inspiré, mais aussi encadré et encouragé à structurer notre projet. Au début de la formation,
on n'avait qu'une idée de projet. Mais c'est au fur et à mesure qu'on fait la formation qu'on a eu des compétences et qu'on a pu structurer nos idées. Donc, on est parti d'une idée de projet à une projet qui est plus concrète et plus structurée et qu'on peut mettre en œuvre. C'est ça en quelque sorte. Et Aram, par exemple, toi, sur les accompagnements que tu as eus, s'il y a quelque chose qui a été très important et déterminant dans ces accompagnements-là, c'était quoi? Ben, j'ai été accompagnée durant tout mon parcours par la cellule universelle entreprise. En premier lieu, c'était la formation au niveau du Mayonic qui nous formait sur les différentes parties de la création d'entreprise, qui nous ont accompagnés jusqu'à l'enregistrement au NINEA et au registre de commerce, qui nous ont financés, qui nous ont accompagnés jusqu'au démarrage. Et même après le démarrage, j'ai été financée à nouveau par la cellule universelle entreprise qui m'a permis d'être indépendante parce qu'au début, je dépendais des fournisseurs au niveau du marché. Je prenais des marchandises, je vendais jusqu'en fin de semaine et j'allais verser et reprendre d'autres. Et là, je ne pouvais pas calculer la marge de bénéfice. Mais après le financement de la cellule universelle entreprise, j'ai eu de nouveaux matériels, j'ai augmenté mon production. Mais aussi, je suis devenue indépendante. Je vais au marché, j'achète et je calcule après la marge de bénéfice qui me revient. Il s'agit Donc, du je ne programme dépends plus Soukali. des fournisseurs. C'est le programme Soukali, je crois. Oui, C'est ça. le programme Soukali. OK. Donc, toi, vraiment sur la structuration de gestion financière pour pouvoir gérer tout ça, ça t'a beaucoup aidé. Et pour vous, pour le projet des engrais, qu'est-ce que vous avez eu comme accompagnement de déterminant dans le parcours? D'abord, il y avait le programme ISAID Entrepreneuriat. À cette phase, on était en phase d'idéation. Ça nous a permis de bien structurer, construire notre business plan et notre business model Canava. Mais aussi, après, il y a le Mayonic. En ce moment, on est en pleine incubation pour le Mayonic aussi, qui nous ont accompagnés. On est en première phase. Avant d'intégrer l'incubateur, le projet de BioTuto était basé seulement sur la fabrication d'engrais. Après les feedbacks des coachs et des membres du jury, c'est là qu'ils nous ont demandé d'élargir, de faire le miel aussi, l'aliment de bétail, ainsi le volet technologique. C'est là qu'on a intégré toutes ces choses au niveau du projet. Donc, c'est sur le plan de la structuration et de l'augmentation de nos produits et services. Vraiment, je vois que là, vous avez finalement des activités bien installées. Vous êtes active parce qu'on parlait tout à l'heure de juste démarrer. Vous êtes bien loin de ça. Vous avez vraiment démarré. Vous êtes dans le dur. Quelle est la vision que vous portez pour vos projets dans 5 ans, dans 10 ans? C'est quoi la vision? D'abord, pour moi, c'est de faire adopter aux agriculteurs du Sénégal, de la sous-région aussi, de nos produits, qu'ils délaissent les produits chimiques qui détruisent nos sols, qui détruisent la santé publique, d'aider les éleveurs qui sont en train d'exploiter les ressources naturelles pour nourrir leur bétail, d'adopter nos produits aussi, de les amener à nous pour qu'ils délaissent leur mauvaise pratique en fait. Je ne peux pas dire mauvaise, mais des pratiques qui ne sont pas adaptées à l'environnement et de venir d'adopter nos produits, mais aussi faire d'agrandir le projet sur le plan international et tout ça. Et c'était ça en fait. Et de créer d'autres startups aussi bien innovantes et aussi bien que BioTuto. Super. Pour aider les agriculteurs sénégalais. Super. Et pour toi, Men? Pour nous concernant, le projet Cycle Propre, si je peux me le permettre, on peut se projeter en se disant qu'on voudrait atteindre un tel niveau que toutes les femmes, au moins des milliers de femmes, puissent bénéficier des serviettes hygiéniques vraiment lavables
qui sont abordables et durables, mais aussi qui sont respectueuses de leur santé, mais aussi de leurs environnements. C'est ça, en quelque sorte, ce que je pourrais Que toutes les dire. femmes soient conscientisées Oui. et En quelque sorte aussi qu'on ait un impact au niveau national, mais aussi, pourquoi pas international, qu'on puisse vraiment être une entreprise une entreprise qui sera de référence. de référence. Oui. C'est ça. Oui. Et toi, pour toi, Aram, je vais me permettre de dire que ta vision, elle est claire. Tu veux être dans toutes les universités, tu veux vraiment agrandir ça et asseoir ça sur notre culture locale gastronomique. Et du coup, pour ça, en fait, c'est quoi la prochaine étape pour toi? La prochaine étape, bon, j'ai pendant toutes ces années été dans l'étude des coûts. Parce qu'avant de prendre un personnel, parce que la restauration n'est pas facile à comptabiliser. On le comptabilise globalement. Parce que, par exemple, le petit pois, si tu le cuisines, ou le thon et autres, tu ne peux pas dire que ce que j'ai cuisiné va me rapporter tant d'argent. Parce que tu ne sais pas combien de pain tu peux en vendre. C'est très difficile à comptabiliser. L'expert qui nous a formés en création d'entreprise m'a même donné un logiciel qui me permet d'enregistrer. Mais je ne peux pas enregistrer chaque produit parce que c'est très difficile à cerner. Donc, je ne peux qu'enregistrer globalement. Donc, il fallait être sur le terrain pour maîtriser les coûts. Pour que demain, si j'engage quelqu'un au soir, je sais s'il vend combien de pain, la marge auquel il doit me verser, l'argent va être dans quel intervalle. Dans quel intervalle? Voilà. C'est très important ce dont tu parles parce qu'on parle ici de process. Et dans la restauration, c'est primordial. À un moment donné, on va arriver au niveau de développement de l'activité. Aujourd'hui, quand vous voyez un McDonald's, etc., McDonald's, c'est exactement au gramme près la quantité de ketchup dans chaque burger. Au gramme près. C'est-à-dire que ça, c'est processé. On a des étape par étape. Le pain fait tant de grammes, la viande tant de grammes, le ketchup tant de grammes, etc. Et c'est ça qui permet d'avoir justement les unités de valeur. Voilà, les unités de valeur, c'est-à-dire dans le burger, quel est le coût du ketchup, dans le burger, quel est le coût de la moutarde, ainsi de suite. Et c'est ça qui permet de dégager les marges, parce que c'est à partir de ça qu'on commence vraiment à parler business. Donc, je pense que la prochaine étape... tu es donc, comme on dit, et il faut vraiment se donner le temps, je pense, de faire toutes ces étapes-là. Il faut démarrer, certes, mais il faut se donner le temps de faire toutes ces étapes-là. Et en parlant avec d'autres personnes qui font ça, je suis persuadée que si demain tu discutes avec une dame qui vend du pain nambé depuis, je sais pas, 30 ans à l'angle de la rue, elle te dit, mais c'est des techniques. En fait, c'est des techniques empiriques, c'est-à-dire qui ne sont pas basées sur une science, mais finalement, qui peuvent être scientifiques, parce que la cuillère, elle fait toujours la même quantité, en fait, quand on met dedans du petit pois ou des haricots. Donc, je pense qu'aussi le partage permet d'identifier toutes les étapes-là qui vont vous amener vers le bon chemin, tout en gardant comment dire, cette audace, le fait aussi de se lancer, qu'on a des nouvelles innovations qui sont dans nos têtes. Donc ça, vraiment, c'est assez intéressant. Et pour vous, quelles sont vos prochaines étapes? Pour moi, en fait, c'est la normalisation et commencer la production et vendre. Quand tu dis normalisation, concrètement, c'est quoi? C'est aller au ministère de l'Agriculture pour avoir le papier qui se dit que tu es prêt à entrer sur le marché et de vendre tes engrais. L'autorisation de mise sur le marché. Oui. Super.
Non, pour nous, ce sera de pouvoir élargir notre production, de pouvoir aussi avoir notre propre type de production, mais aussi pour pouvoir élargir pour que ça ne soit pas seulement les serviettes, mais aussi pour projeter à d'autres fabrications aussi. Super, super. Alors, je pense qu'on arrive à la fin de notre, en tout cas, échange à nous et ensuite on va recueillir quelques questions des personnes qui sont là aujourd'hui avec nous. Je vais vous laisser juste chacune conclure avec un mot de la fin et surtout, qu'est-ce que vous laissez à tous vos camarades qui sont aujourd'hui là venus vous écouter? Je remercie l'ensemble des étudiants, ma famille, je pourrais dire, parce que je passe plus de temps à l'université que chez moi. Je ne fais que dormir chez moi, donc ce sont ma famille. Je les remercie et je les encourage à entreprendre, surtout dans le secteur agroalimentaire, parce que manger, c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est primordial, c'est forcé. Donc, c'est un secteur rentable, mais aussi bénéfique. Donc, j'encourage tous les étudiants à entreprendre dans ce secteur et aussi à se lancer, parce que c'est pas facile à se lancer. Vraiment, merci. Merci beaucoup, Aram. Merci. D'abord, je voulais remercier d'abord Paco de nous avoir donné l'opportunité de s'exprimer à travers la cellule de l'entreprise Université entrepreneuriat de l'Université Alioune Diop, à travers Madame Anne aussi. On la remercie beaucoup. Je remercie tous les historiennes du monde entier et aussi les étudiants de l'IADV d'avoir répondu présent. C'est pas facile et tout. Donc, je dis à tous mes camarades étudiants et étudiantes que si vous avez une idée, commencez à écrire dès maintenant. N'ayez pas le complexe, n'ayez pas, si vous êtes une femme ou bien un homme, c'est pareil. Donc chacun a le droit d'agir pour changer ce monde. Chacun a une vision qui lui est propre. Donc commencez, comme l'a dit Indou, commencez à écrire vos idées, concrétiser, allez vers les bonnes personnes, savoir les incubateurs, vos professeurs. Ici, tout le monde peut aider. Vos camarades, regroupez-vous en groupe et essayez de concrétiser et de commencer et d'agir pour l'avenir aussi. Même moi, je prends le conseil. Merci beaucoup. Amen. Et pour nous concernant, déjà, je vous remercie. Je remercie Parcours pour cette belle opportunité qu'on nous a donnée pour nous exprimer, mais aussi à Madame Sorna et à Madame Khady Gaye. Ce que je voulais dire, juste ajouter, c'est que il faut pas avoir peur, il faut vaincre ses peurs et aussi aller jusqu'au bout de vos idées. Si vous avez des projets dans la tête, il faut aller vers les personnes qui peuvent vous aider, des incubateurs, comme l'a tantôt dit ma camarade, mais aussi pour que vos projets soient concrets. Mais aussi, il faut que vous ayez la motivation et la passion sur ce que vous faites et surtout aussi la patience. Parce que tout ne s'est pas fait d'un seul jour. Donc, il faut avoir la patience et se dire que je vais commencer par là. Et puisque c'est là-bas que je veux arriver, il faut que je commence étape par étape et ne pas se précipiter. Parce que ce n'est pas en se précipitant qu'on peut vraiment avoir de l'impact. Donc, c'est ça. Je voulais aussi ajouter quelque chose. En fait, chers camarades étudiants, évitez de faire le triangle, le restaurant, les chambres et l'amphi. Parce que vous êtes là, vous vous dites quoi? Je suis là pour apprendre, avoir des bonnes notes, ça c'est bien. Mais une fois après les études, c'est quoi? C'est le chômage. Donc il faut bien structurer. Quand vous êtes étudiant, essayez de concrétiser vos idées. Une fois dehors, vous aurez quelque chose à faire, même si l'État ne recrute pas. Donc évitez ce triangle. Faites-vous des sacrifices. Prenez vos temps libres et essayez d'écrire, essayez de lire, essayez de faire des recherches et allez vers les 20 personnes pour investir en fait. Il y a Aram qui veut encore dire quelque chose. Permettez-moi de remercier le CROUS IADB parce qu'aujourd'hui, je suis dans un cadre, c'est grâce à eux. Je remercie l'ensemble du personnel du CROUS. C'est eux qui ont fait ma fierté, qui m'ont aidé dans les moments les plus difficiles. Mais aussi la cellule Université Entreprise qui m'ont soutenu et qui me soutiennent jusqu'à présent. Merci à vous.
Merci beaucoup. Et d'ailleurs, c'est bien que tu le dises parce que j'allais justement finir par ça en disant vraiment un grand merci à l'université, à l'UNJOP et la cellule entrepreneuriat de l'université qui accompagne, qui s'investit, qui s'engage. Et aujourd'hui, on est venu à la rencontre des étudiants, des étudiantes qui entreprennent parce que pour nous, c'était évident. Tout commence par là et on a interviewé énormément de femmes et on a aussi ce dénominateur commun de beaucoup qui nous partagent qu'elles ont commencé tôt, jeunes, en faisant des petites choses à droite, à gauche. Donc, en fait, la graine entrepreneuriale, elle démarre vraiment très tôt et quel beau vivier que de développer cette culture-là au sein de, voilà, du temple du savoir et là où on commence à construire sa vie future. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris à vos côtés avec beaucoup d'humilité. Je trouve que vous avez une maturité extrêmement belle et comme on dit, vraiment, on vous souhaite beaucoup de succès sur vos projets et nous, on va continuer les échanges avec le public et on vous donne rendez-vous très, très bientôt sur un nouvel épisode de Parcours et à la rencontre d'autres femmes tout aussi inspirantes. Merci.